Réajustement au sein du gouvernement de la transition, il était attendu depuis la dernière intervention du président Michel Kafando. Il est intervenu ce soir même. On note principalement le départ du ministre Auguste Denis Bari. Ram Ouedraogo, candidat à la présidentielle d'octobre prochain, il a été investi ce dimanche par le Rassemblement des écologistes du Burkina, les Verts qui ont pour projet le développement du Burkina en partant du financement des collectivités territoriales. Une semaine après le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO, les interprétations divergent. Une chose est sûre, le nouveau code électoral du Burkina a été condamné. Explication de texte dans ce journal avec notre invité, le professeur Seni Ouedraogo. Et puis, dans ce journal, on s'arrête un instant sur un phénomène étrange et inquiétant dans le Naouri, la mort sans raison apparente des manguiers. Le phénomène est observé depuis quelque temps. Les propriétaires des vergers touchés sont dans le désarroi. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le réajustement du gouvernement de la transition est intervenu il y a quelques instants. On note quelques grands changements, notamment le départ du ministre Auguste Denis Bari. Nous vous proposons de suivre l'annonce en intégralité du nouveau gouvernement faite par le secrétaire général du gouvernement, Alain Thierry Ouattara. Décret 2015-891, presse trans PM, portant attribution des portefeuilles de la défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2014-004 presse trans du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, décret. Article 1. Le président de la transition, président du FASO, assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et de ministre de la Sécurité. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 19 juillet 2015, Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Décret 2015-892, presse trans PM, portant remaniement du gouvernement. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret 2014-001, presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2014-004 presse trans PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre décret. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suit. 1. Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, garde des Sceaux, Madame Joséphine Ouedraogo Neguissou. 2. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Monsieur Bedializoun Moussa Nebié. 3. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur Youssouf Ouattara. 4. Ministre de l'économie et des finances, Monsieur Jean-Gustave Sanon. 5. Ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, M. Augustin Loada. 6. Ministre des mines et de l'énergie, M. Boubacar Ba. 7. Ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire, M. François Lompo. 8. Ministre de la Communication, chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement, M. T. Frédéric A.K. Nikiema. 9. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Hippolyte Da. 10. Ministre de la Culture et du Tourisme, M. Jean-Claude Dioma. 11. Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, M. Daouda Traoré. 12. Ministre de la Santé, M. Amédée Prosper Djigemde. 13. Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Pessolé René Bagoro.
14, ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, M. Filiga Michel Sawadogo. 15, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Samadou Koulibaly. 16, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Jean-Noël Poda. 17, ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, M. Saïdou Maïga. 18, ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, M. Salifou Dembélé. 19, ministre des Ressources animales, M. Jean-Paul Rouamba. 20, ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, M. Nebila Amadou Yaro. 21, ministre des Sports et des Loisirs, M. David Cabré. 22, ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, Mme Nicole Angéline Zan Neyelemou. 23, ministre de la promotion de la femme et du genre, Mme Bibiane Ouedraogo Neboni. 24, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Mme Aminata Bambara Nebila. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 19 juillet 2015, Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Voilà donc pour ce gouvernement remanié. Je reçois pour vous Viviane Tiendrebiogo. Bonsoir Viviane. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors vous étiez à l'annonce de ce nouveau gouvernement. Quels sont les faits majeurs à retenir de ce remaniement? Alors ce qu'il y a comme fait majeur, c'est que le président du Faso avait annoncé qu'il prendra le ministère de la Défense. Eh bien c'est fait. Il s'est adjugé en plus le département de la sécurité. Et donc cela fait qu'il y a eu des changements, mais le nombre des membres du gouvernement est resté à 25, ce qui doit rassurer ceux qui étaient inquiets quant au respect de la charte de la transition qui stipulait que le gouvernement était composé de 25 membres. Et donc le nouvel entrant, le nouveau membre de ce gouvernement, c'est le ministre de l'administration territoriale, le ministre Youssouf Ouattara. Alors, qui est-il exactement? Alors, il a été, je pense, jusqu'à maintenant le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Je pense qu'il a pris fonction le 18 décembre 2014 comme secrétaire général de ce département. Et donc, comme je vous le disais, ce qu'on remarque, c'est le départ du ministre Auguste Denis Bari qui occupait le portefeuille de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Et l'autre fait marquant de ce remaniement, c'est que le président du Faso, qui s'occupait du portefeuille de la diplomatie, laisse ce portefeuille-là qui devient, et c'est le ministre Bedializoum Moussa Nebie qui devient ministre plein des Affaires étrangères. Merci Viviane Tiendrebiogo pour toutes ces informations à chaud. Alors, nous allons revenir certainement sur cet événement au cours de nos prochaines éditions. Politique pour poursuivre, sans surprise, c'est Ram Ouedraogo qui défendra les couleurs du Parti des Verts à la présidentielle d'octobre prochain. Les militants du Rassemblement des écologistes du Burkina ont fait leur choix ce dimanche à Ouagadougou au cours d'une convention. Le projet du parti, c'est le développement du Burkina en passant essentiellement par le financement des collectivités territoriales. Éléonore Irbanga. C'est lui, Ouedraogo, le candidat du RDBF, le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Et le président des personnes âgées du parti lui remet ici la carte du Burkina pour qu'il mesure la lourdeur de la tâche à lui confiée par les écologistes. C'est un témoignage de la responsabilité, la lourdeur de la tâche. Donc il ne s'agit pas de dire que je vais être président. Président pour faire quoi? Président pour développer où? J'ai une mission, si je suis le président, développer l'ensemble des 45 provinces de France. Une mission dont la réussite passe nécessairement par un plan d'urgence déjà élaboré par le candidat dans son programme. Nous allons injecter près d'une quarantaine de milliards par an dans toutes les 45 provinces de notre Burkina, 100 millions par département. Pendant les 5 ans de mandat, nous allons mettre 192 milliards à la disposition des populations à la base. C'est-à-dire que cet argent va arriver directement dans les provinces, géré par les provinces. Ce que nous ne voulons plus, qu'on entend le mercredi au Conseil des ministres, le Burkina Faso a reçu 20, 30, 40 milliards, des fois 100 milliards, et quand vous faites 10 km aux alentours de Ouagadougou,
la population n'en voit que dalle. À cette cérémonie d'investiture du candidat du RDBF, les représentants des jeunes, des femmes et des personnes âgées ont réaffirmé leur soutien au président Ramon Ouédraogo, qui selon eux incarne un candidat de paix et de non-violence pour un Burkina nouveau, juste, prospère et solidaire. Il y a presque une semaine, la Cour de justice de la CEDEAO rendait son verdict sur le nouveau code électoral du Burkina. Notre pays a été condamné. Que dit exactement ce verdict qui continue de susciter commentaires et interprétations? Explication du texte dans ce reportage d'Anga Kafando. Dans son arrêt du 15, la Cour de justice de la CEDEAO dit, je cite, le code électoral du Burkina Faso tel que modifié par la loi numéro 005-2015-CNT du 7 avril 2015 est une violation du droit de libre participation aux élections. Fin de citation. Elle ordonne en conséquence l'État du Burkina Faso de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutives à cette modification. Dans le même arrêt, la Cour, dans son analyse, reconnaît cependant, juste, il peut certes arriver que, dans des conjonctures particulières, la législation d'un pays institue des impossibilités d'accéder à des fonctions électives à l'encontre de certains citoyens ou de certaines organisations, mais la restriction doit être justifiée par la commission d'infractions graves. Pour la Cour de justice de la CEDEAO, toujours dans la même analyse, il ne s'agit pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso aient le droit de restreindre l'accès au suffrage, mais c'est l'application expéditive et massive qui en est faite que la Cour juge contraire au texte. L'État burkinabé, par la voix de son président, prend acte et entend se conformer aux dispositions des textes internationaux. Quant aux partis politiques et OSC, chaque tendance en fait sa propre idée et sa propre interprétation et crie victoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO semble elle-même ambiguë, une ambiguïté qui n'aide pas le Burkina à quelques mois des élections. Voilà un verdict ambigu selon notre reporter. Voilà, nous recevons donc à présent le professeur Seni Ouédraogo, agrégé de droit public. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci de passer sur ce plateau. Alors, en tant que spécialiste du droit public, avez-vous été surpris par ce verdict de la Cour de justice de la CEDEAO? Oui, je peux personnellement dire que j'ai été surpris parce que la Cour de justice de la CEDEAO a un arrêt qui est bien connu, c'est l'arrêt Ngoukoué de 2005, où la Cour dit elle-même qu'elle n'est pas compétente pour connaître des questions électorales et tout ce qui est relatif. Donc, on s'attendait à ce que la Cour reste conforme à sa jurisprudence et au cas où il y aurait compétence de la Cour, que la Cour puisse reconnaître que dans la situation actuelle, le Burkina Faso avait le droit de restreindre. Mais tout compte fait, je crois que la décision, elle reste conforme je dirais, d'avis que nous avions donné. Parce que moi, personnellement, j'avais fait une interview dans l'Observateur en mars de cette année où j'avais dit que je pensais qu'on n'avait pas besoin de réformer l'article 25 alinéa 3 de la Charte africaine de la démocratie et des élections, et donc on pouvait se contenter de cette disposition, étant entendu que la Charte a été ratifiée par le Burkina le 26 mai 2010 et a été constitutionnalisée avec la Charte de la transition. Donc personnellement, pour moi, on reste à la case départ. Okay. Alors professeur, la Cour pointe l'ambiguïté et le caractère massif et expéditif de l'exclusion. Alors que faut-il comprendre par là? Je crois que, si vous me permettez, je voudrais dire que j'ai personnellement fait une intervention sur les façonnettes du mercredi. Et dans cette intervention, j'ai essayé de donner mon explication de l'arrêt, l'entendement qu'il fallait en avoir. Et je peux vous assurer que j'ai reçu un certain nombre, disons, de mots de certains de mes collègues qui me confortent sur la justesse de mon propos. Je peux vous dire que les professeurs Soma Abdoulaye, Loada Augustin, Ibriga Luc Marius, le professeur Adrien Sivazovina, Pascal Jean m'ont tous envoyé des mails pour dire oui, on adhérait à la lecture que vous avez faite. Et pour moi, cette lecture
elle reconnaît le droit du Burkina de pouvoir restreindre les droits politiques. Parce qu'on sait bien qu'en droit de l'homme, il y a 4 droits qui sont considérés comme absolus, qui ne peuvent pas faire l'objet de restrictions. Ce sont le droit à la vie, le droit de ne pas être tenu en esclavage, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et la non-rétroactivité de la loi pénale. Quand vous prenez tous les 4 grand système de protection des droits de l'homme, le pacte des Nations Unies, la Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention interaméricaine ou encore la Convention africaine, on reconnaît que ce sont les 4 droits-là qui peuvent être limités. Tous les autres droits, à l'exception de ces 4-là, donc le droit d'éligibilité qui est en cause ici, peuvent être restreints. Et c'est la lecture que la Cour a eue, puisque la Cour reconnaît que le Burkina Faso a le droit de pouvoir restreindre le droit d'éligibilité. La Cour le rappelle en se fondant dans son considérant 28, mais rappelle dans son considérant 31 que le principe de l'autonomie constitutionnelle qui est reconnu par tous les instruments internationaux donne la possibilité aux États d'encadrer un certain nombre de droits. Mais dans le même temps, la Cour ordonne de lever tous les obstacles à une participation aux élections. Ok. Cette formulation, elle est considérée comme confuse par ceux qui ne pratiquent pas les droits de l'homme. Parce que toute restriction doit être encadrée. Et cet encadrement, on peut la retrouver à l'article 27 de la Charte africaine des droits de l'homme et dans plusieurs autres instruments. Notamment dans le cas d'espèce, pour ce qui concerne les droits d'éligibilité, il faut retourner dans l'arrêt Mathieu Moïse de 1987, l'affaire qui oppose des citoyens anglais au Royaume-Uni. Donc l'affaire échoua devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour pose un certain nombre de principes. Pour qu'une restriction des droits d'éligibilité soit valable, il faut que la restriction soit légale, soit raisonnable et soit proportionnée. C'est à l'aune de ces critères-là que la restriction est appréciée. Donc, dans l'analyse que fait la Cour de justice de la CEDEAO, c'est à l'aune du principe de raisonnabilité, de proportionnalité et de légalité. Donc, la Cour considère, quand elle parle de restriction massive, elle fait allusion au caractère disproportionné de la restriction. C'est pourquoi elle reconnaît que l'État a la possibilité de restreindre, mais si c'est selon l'entendement du changement anticonstitutionnel de gouvernement tel que reconnu par le droit de l'Union africaine, ça doit soit viser l'État, le régime ou les dirigeants. Alors, mais en ce moment, quand on parle de lever tous les obstacles, est-ce que, parce qu'on a vu quand même certains jubilés après ce verdict-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une victoire pour les alliés de l'ancien régime? Moi, je crois que c'est tout sauf une victoire. Parce que pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez suivi l'interview que j'ai faite en mars dans l'Observateur, je disais que même sans la loi, on était dans une situation de restriction dans la mesure où le Burkina Faso a internalisé une charte qui a été jugée conforme à la Constitution, qui plus est, ça a été constitutionnalisé. Donc, je vous explique quand je dis que ça ne doit pas être considéré comme une victoire. Parce que le dispositif est clair. La Cour demande à l'État burkinabé de lever tous les obstacles qui sont consécutifs à la modification. Donc, c'est-à-dire que ce qui est contesté devant le juge, c'est la loi électorale, notamment c'est son article 135. Donc, la Cour dit bien que l'obstacle qui est contenu dans l'article 135 de la loi doit être éliminé. Mais si on neutralise cet obstacle contenu dans l'article 135, c'est ce que j'ai proposé dans ma réflexion. C'est-à-dire que le CNT, par exemple, pourrait prendre une loi de suppression. Si on neutralise, mais aucun juriste dans ce pays ne peut dire qu'il n'existe pas la possibilité de restreindre. Parce que tout juge interne, parce qu'on est en matière électorale, le juge administratif ou le juge constitutionnel en matière électorale devra délimiter son bloc de légalité, c'est-à-dire les normes de référence qui lui servent d'apprécier la candidature des différentes personnes aux élections. Pour apprécier, le premier instrument que tout juge doit devoir appeler, c'est d'abord la Constitution. Ensuite, c'est la charte. Ça sera les instruments pétants. La charte africaine des droits de l'homme, la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance qui a été ratifiée. Ça sera la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et la loi électorale, et si vous voulez, s'il y a des décrets en matière électorale. C'est tout ce dispositif-là que nous autres juristes appelons le bloc de constitutionnalité. C'est ce qui sert de référence aux juges pour apprécier la validité des candidatures. Mais si vous prenez, quand on prend ce dispositif, on pourrait considérer qu'il n'existe plus d'article 135.
Mais même s'il n'existe plus d'article 135, il existe bien l'article 25 qui est contenu dans la charte, qui est une norme de référence pour le juge. Aussi bien dans la charte de la transition. Et qui dit quoi? Qui dit que tous les auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement ne peuvent pas prendre part aux élections de restauration de la démocratie. Ok. Alors, en ce moment, est-ce que aujourd'hui on peut considérer que cet alinéa qui a été donc introduit, est-ce qu'on peut dire que c'était une erreur? Est-ce que ça n'a pas été fait dans la précipitation? Bon, tous les commentaires peuvent faire. Moi, je vous ai dit personnellement, cet alinéa me paraissait surabondant. On n'en avait pas besoin. Maintenant, on aurait pu avoir besoin, parce que là, c'était mon point de vue personnel. J'estimais que si on devait procéder à une restriction, elle devait concerner le gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale. Mais si vous me permettez, je crois que le Burkina Faso a signé le protocole portant extension de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme qui nous donne une lecture suffisamment claire de ce qu'on doit attendre par auteur des changements anticonstitutionnels du gouvernement. L'article 28N de ce protocole-là dit bien, peuvent être considérés comme anticonstitutionnels du gouvernement toutes les personnes qui ont incité, qui ont encouragé, qui ont organisé, ordonné, aidé, financé, conseillé ou participé en tant qu'auteur principal ou co-auteur principal ou complice de n'importe lequel de changement anticonstitutionnel du gouvernement. Donc, à mon avis, on a tous les éléments pour que le juge constitutionnel burkinabé et la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et ce protocole qui a été adopté en Conseil des ministres, et je pense que le CNT va l'adopter, les normes d'interprétation sont assez claires et ça donne la possibilité au juge, à partir de la lecture que la Cour de justice a fait, éviter une sanction massive et brutale. Okay. C'est-à-dire pas sanctionner les citoyens ordinaires. En tout état de cause, le président Michel Kafando l'a dit, le Burkina va se conformer donc à ce verdict. Alors on peut dire que désormais le rôle du Conseil constitutionnel va être véritablement donc scruté. Oui, je pense qu'on va maintenant scruter le rôle du Conseil constitutionnel. Comme je vous l'ai dit, qui a tout l'appareil juridique nécessaire pour procéder à une interprétation qui se vaut assez simpliste. Okay. Merci, professeur, d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, on avait donc comme invité le professeur Seni Ouedraogo, agrégé de droit public, qui est venu donc à nous apporter des éclairages sur le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO concernant le code électoral du Burkina Faso. Suite de ce journal, retard et inquiétude, ce sont les maîtres mots en ce début de campagne agricole. Un peu partout, la situation est la même. Dans l'est du Burkina, les producteurs mettent du cœur à l'ouvrage, mais à l'évidence, la campagne accuse un retard par rapport à l'année dernière. Désiré Ilboudo, Lambert, Soma. Ici, dans ce champ situé à Zanré, dans la commune rurale de Diabo, cet exploitant est au semis sur une partie de ses terres, tandis qu'un peu plus loin, la physionomie est la levée-feuille. Il y avait des gens qui ont déjà semé, mais comme il n'y en avait pas la pluie, rien n'a poussé. Depuis le 4, on a eu la pluie, donc on a commencé à semer le 5. Bon, et après ça, le 6, on a eu la pluie encore. Bon, on a commencé à semer encore. Donc, présentement, c'est bien poussé. Bon, on voit que c'est bon. Cet autre exploitant agricole du village de Pentiangou est quant à lui à la phase des labours. La cause, le retard des pluies. C'est lent, c'est pas comme l'année passée. L'année passée, à l'heure, bon, c'était les milles étaient bien poussés. Bon, mais cette année, nous, on est en retard. Dans la zone d'agriculture du département de Matiakwali, quelques exploitations présentent une bonne physionomie. Mais dans l'ensemble, les agriculteurs sont au stade de l'épandage de la fumure organique, des labours et des semis. La levée des plants était bonne l'année passée. Mais présentement, dû au manque de pluie, là, donc les producteurs n'ont pas pu effectuer les opérations culturelles. Mais dans le deuxième cas du mois de juillet, là, on a eu 34,5 mm de pluie. Donc c'est ça qui a entraîné la reprise des activités des producteurs. D'une façon générale, dans la province de Gourma, l'on enregistre un déficit pluviométrique par rapport à l'an passé. Après la fin de la première décade, tous les 7 postes de relevés pluviométriques que nous suivons à travers la province sont déficitaires. Et les déficits sont un peu plus importants dans les communes comme Diabo et Diapango et puis Fada, par rapport aux communes comme Yamba, Machakwale et Tibouga où ça va un peu.
Les autorités provinciales en charge de l'agriculture lancent alors un appel aux producteurs. J'invite l'ensemble des producteurs de la province de Gourma à utiliser les semences améliorées, à utiliser la fumure organique combinée à l'utilisation des engrais minéraux et puis à écouter surtout les conseils des agents d'encadrement qui sont mis à leur disposition. Pour cette campagne agricole 2015-2016, il est attendu plus de 116 000 tonnes de production céréalière et environ 31 000 tonnes de culture de rente. Étrange phénomène que celui qui est observé depuis quelque temps dans la province du Naouri. Dans cette zone, les manguiers se meurent et les propriétaires des vergers touchés sont dans le désarroi. Pour le moment, rien ne semble freiner le phénomène. Il pourrait s'agir d'une attaque végétale dont l'origine reste indéterminée. Constat sur le terrain, Issa Kafando, Frédéric Etienne Basenga. C'est avec désolation que Mahmoudou nous présente son verger en perdition. Nous sommes à Tamboula, localité située sur l'axe Podakola dans le Naouri. Dans ce verger qu'il a commencé pendant la Révolution, il ne lui reste plus que quelques manguiers qui tiennent encore face à cette pandémie végétale qui touche une partie des vergers du Naouri. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu quelques mal, mais ça c'était pas grave. Mais cette année, vers le mois de janvier, février, que nous avons commencé que les feuilles commencent à tomber. Mais nous passons, il y a une période, les manguiers, une période et un certain moment, les feuilles là tombent pour repousser de toutes feuilles. C'est ça le problème. Bon, entre-temps, on a vu que ce n'est pas ça. Entre-temps, on voit, c'est un manguier, 2 manguiers, 3 manguiers. Touché de plein fouet, c'est ici, sur cet espace de 2 hectares nouvellement aménagé, que Mahmoudou a le plus mal. Sur les 80 pieds de manguier mis en terre il y a seulement quelques mois, il ne lui reste plus que celui-là qui résiste tant bien que mal. Mais tout ce que j'ai mis, les 2 hectares là, si je vais vous dire là, les 2 hectares que j'ai, si je vous dis que ça vaut 300 000 francs de pieds que j'ai mis, vous allez dire que c'est fou. 300 000, tu te trouves avec un seul manguier. Par rapport à Mahmoudou qui a encore quelques plantes, Patrice, lui, n'a plus rien. Avec amertume, il nous donne l'étendue de ses pertes dans son verger situé à Kassambouga, à 2 km de Pau. C'est des centaines de mille qui sont partis en l'air comme ça. Alors que ici, les jardiniers ont mangé les fruits, les enfants en mangeaient, et paf, c'était les services techniques. Ils pouvaient estimer à plus de 300 à 500 000 les pertes que j'ai vécues cette année. Cette année, je n'ai rien eu, rien. Face à cette pandémie végétale, même les forestiers sont impuissants. Grégoire Bazier, le directeur provincial de l'environnement, dit avoir recherché des solutions pour juguler cette situation, mais peine perdue. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est une maladie. Quand ça commence par les feuilles, les branches là, si on sectionnait la branche, peut-être que bon, ça pouvait redonner quoi, mais rien n'y fait. C'est-à-dire que même quand on sectionne la branche, comme ça, ouais, comme ce manguier qu'elle a là, ça continue toujours. Donc j'ai essayé de m'approcher des spécialistes au niveau de Ouagadougou et ils m'ont fait comprendre qu'effectivement ils ont constaté ça aussi et que bon, il y avait des phytopathologues qui en tout cas qui étaient là-dessus. La cause de cette pandémie qui affecte les manguiers du Naouri reste encore à déterminer. Les phytopathologues du Burkina ont fait des prélèvements et sont à la tâche pour soulager ces populations. Culture à présent et on prend la direction du pays Loubi. C'est sans doute l'une des régions où la tradition est encore bien préservée. Là-bas, pas une seule famille sans son hôtel dédié aux rites et aux sacrifices. Et on s'intéresse particulièrement dans ce journal à un élément que l'on retrouve sur tous ces hôtels. Il s'agit des statuettes. Que représentent-elles et quelle est leur portée symbolique? Kosoun Koulibaly et Draman Dadjian ont mené leur petite enquête. Dans la société Loubi, tu ne peux rien faire sans consulter les ancêtres. On dit que les ancêtres transmettent nos doléances à Dieu. Mais il faut passer par quelque chose. On ne peut pas s'arrêter pour parler à Dieu, il ne peut pas t'entendre. Les ancêtres sont donc représentés par ces statuettes, expression symbolique de la réalité dans la conception Loubi. Généralement sculptée en bois, chaque statuette exposée ici au musée du Poni est source d'informations sur la société traditionnelle Loubi. Au-delà de leur beauté artistique, les statuettes traditionnelles renvoient pour la plupart à des représentations sociales et religieuses. Mais après les rituels accomplis auprès des politiciens, voilà une bébé qui est née et la femme est heureuse avec son enfant.
Donc il faut retourner pour enlever la bouche, comme on le dit. C'est le rituel de naissance. La statuette, chez nous, est une forme que nous obtenons de l'extraction d'une force surnaturelle. Nous sommes commandés par quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui vous envoie cette force mystique de réaliser telle ou telle chose et de vous faire représenter par telle ou telle chose. Des statuettes traditionnelles, il dit en sculpté à la demande. Mais d'où tirent-ils leur caractère sacré? Explication. Cette force-là que tu as sculptée, qui va rester et qui va témoigner tout. Alors quand vous prenez un poussin, que vous égorgez devant ces statuettes, ça va sortir. Donc, du moment que le coin est circonscrit, que vous avez déposé ça là-bas, vous avez déposé cet objet-là là-bas, il est sacré. Difficile à comprendre pour les esprits cartésiens, mais ici, le sacré occupe une place de choix. Des hôtels, lieux d'adoration des ancêtres, on en trouve dans chaque famille traditionnelle lobby et il est interdit de filmer, sauf autorisation express. Toute autre chose pour poursuivre, une dame à la tête de l'ordre des architectes du Burkina. Elle s'appelle Valérie Fabienne Sanou. Elle est à la barre depuis jeudi dernier dans l'accomplissement de sa mission. Elle pourra compter sur le soutien du bureau sortant et surtout sur celui du ministère de l'Habitat qui s'attend à plus de collaboration dans la promotion de l'architecture au Burkina. Oscar Soulama, Fomi Marié. C'est Valérie Fabienne Sanou qui a désormais la charge de conduire l'ordre des architectes du Burkina. Sa mission est de rétablir d'abord la confiance entre les membres suite au remous qu'a connu depuis un certain temps l'ordre des architectes. Pour cela, la présidente compte axer ses actions sur la communication en vue de donner plus de visibilité et de crédibilité à cet ordre. Nous comptons placer le mandat sous le signe de la cohésion. Ça mènera également à communiquer davantage avec les citoyens sur l'importance de notre rôle social pour l'aider donc à améliorer son cadre de vie. Améliorer le cadre de vie du citoyen, c'est cet objectif que la nouvelle équipe veut atteindre, surtout avec le soutien de l'ensemble des membres. Quand on n'est pas engagé derrière l'équipe dirigeante, cette équipe dirigeante ne peut pas travailler. Et nous nous engageons à être aux côtés donc, du conseil entrant pour œuvrer à ce que l'ordre soit plus grand, plus fort. En ces périodes de changement climatique, de pauvreté urbaine, de vie chère et où malheureusement nous assistons à des pertes en vies humaines consécutives au non-respect des règles de construction, il est primordial que le rôle de chaque intervenant de la chaîne de la construction soit connu et scrupuleusement respecté. Âgée de 36 ans, la nouvelle présidente a un diplôme inter-état d'architecture et d'urbanisme. Elle a à son actif 13 ans de carrière. C'est en personne avertie qu'elle compte donc réussir son mandat de 2 ans avec brio, a-t-elle rassuré. Du renfort pour l'administration douanière, l'École nationale des douanes vient d'enregistrer la sortie de 215 agents, tous déclarés aptes et prêts pour servir. La promotion a pris pour nom de baptême loyauté, intégration et dévouement. Le reportage de Moukoun Dabiré. La présente cérémonie consacre la sortie officielle de 215 fonctionnaires des douanes, dont 25 inspecteurs, 38 contrôleurs, 151 assistants et un préposé. Après 2 ans de formation pour les uns et 3 pour les autres, les nouveaux agents sont appelés à renforcer l'administration douanière. À peine les galons aux épaules que ces douaniers se disent conscients des défis qui les attendent. Nous sommes un pays sous-développé et il va se dire que quand même le douanier doit mettre la main dans la pâte pour recouvrir le maximum de ressources et financer les projets pour l'État. En optant pour le choix du président de la commission de l'UEMOA comme parrain, ces agents veulent faire sienne les valeurs de l'intégrité et de disponibilité, gage d'une intégration sous-régionale réussie. D'où le nom de baptême de cette cuvée 2015, loyauté, intégration et dévouement. Durant l'exercice de vos fonctions de douanier, ayez toujours à l'esprit que votre parrain a été le président de la commission de l'UEMOA, promoteur de l'intégration régionale. Pour ce faire, évitez de constituer des barrières pour cette intégration,
notamment par l'application stricte de la réglementation dans la gestion des frontières. Le délégué de la promotion a, au nom de ses pairs, interpellé le ministre de tutelle sur la nécessité d'une dotation de l'école d'un équipement de pointe en vue de répondre aux exigences de l'activité douanière en perpétuelle mutation. Voilà, la fête également à l'École nationale de l'élevage et de la santé animale. Là, ce sont 115 techniciens qui viennent de boucler leur cycle de formation, des agents techniques, des conseillers et des techniciens supérieurs de laboratoire d'élevage. Leurs compétences et leur détermination sont attendues sur le terrain pour relever les défis qui se posent dans le secteur de l'élevage. Yacouba Gamene, Abdul Rasmane Zongo. 91%, c'est le taux de succès réalisé à cette sortie de promotion par l'INESA, École nationale de l'élevage et de la santé animale. Sous l'œil des autorités de tutelle, familles et grand public, les 159 sortants, dont des Ivoiriens, sur les 174 apprenants, reçoivent ainsi leur parchemin de cycle terminal et donnent leur joyeux sentiment. Avant de venir ici, j'avais un objectif en tête, c'est de moi-même auto-former. Et en plus de ça, essayer de travailler à titre personnel. Je viens de finir cette formation. Je vais aller en Côte d'Ivoire, essayer de m'installer sur mes propres fonds. Avec l'enseignement que nous avons reçu ici, je pense que sur le terrain, nous pourrons nous en sortir et contribuer vraiment à l'essor de ce secteur de l'élevage. L'encadrement a beaucoup contribué dans la formation des bénéficiaires issus de 5 cycles différents de l'élevage, une filière importante. L'élevage, à côté de l'agriculture, participe à plus de 18% du produit intérieur brut. Donc, ceux qui sortent là doivent promouvoir les productions animales en assurant un bon encadrement des éleveurs. Mais aussi, comme je l'ai souligné, nous ne sommes pas que des producteurs de viande ou de lait. Nous devons assurer et garantir la qualité sanitaire des aliments que nous mangeons. Aussi ponctué de discours et de musique, le cérémonial de remise d'attestation a été couronné par la pose de la première pierre d'un hall de technologie lévienne. Voici une publication qui va intéresser étudiants et praticiens dans le domaine des finances et de la fiscalité. Elle est intitulée « La taxe sur la valeur ajoutée, guide pratique ». Son auteur n'est autre que le ministre Nebila Amadou Yaro, docteur en droit fiscal. Le défi qu'il s'est lancé à travers cette œuvre traduit la taxe sur la valeur ajoutée dans un langage facile et accessible à tous. Salif Belem, Draman Guéné. Ainsi, le docteur Nebila Amadou Yaro dédicace sa nouvelle parution. La taxe sur la valeur ajoutée, guide pratique. C'est le titre de l'ouvrage du ministre de l'économie numérique. Spécialiste du droit fiscal, le docteur Yaro traite dans ce document de la TVA dans tous ses angles et dans un langage simplifié. Cet ouvrage donc fait le point de l'évolution de cela, fait un certain nombre de propositions pour que justement l'impôt, la TVA reste encore donc le premier impôt et à terme en tout cas soit l'impôt le plus rentable de notre pays. C'est un impôt complexe qui est venu bouleverser, je dirais, l'ensemble des structures économiques et financières dans notre pays parce que pour la première fois, un impôt devait être remboursé, pouvait être remboursé. La taxe sur la valeur ajoutée, guide pratique, a aussi le mérite d'être un ouvrage pratique et bien illustré selon les techniciens du droit fiscal. C'est un ouvrage qu'on peut mettre sur son chevet. On peut lire tous les soirs une page et qui va permettre de comprendre, j'allais dire, cette TVA qui est l'impôt le plus rentable dans la plupart des pays du monde. Parallèlement à ses fonctions ministérielles, le docteur Nebila Amadou Yaro enseigne à l'École nationale des régies financières ENAREF. Et ce document constitue un instrument didactique inépuisable pour toute personne qui s'intéresse à la fiscalité. On reste dans le sport avec Mamadi Ouina du service sport de la télévision du Burkina. Bonsoir Ouina. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors l'actualité sportive ce week-end est marquée par les quarts de finale de la Coupe du Faso. Oui, les quarts de finale de la Coupe du Faso et à Ouaga on avait au stade municipal de Ouagadougou le match USFA Asfaïnga, le match des clubs de 2-1 pour ces quarts de finale et le fait marquant de ce match est que le match s'est arrêté pendant 26 minutes et peut-être qu'on va voir les images. Il n'y a que
sur cette sortie du gardien de l'ASFA Inga Mohamed Kaboré. Il y a eu un contact avec l'attaquant de l'USFA Mohamed Silla et le joueur de l'USFA qui a pratiquement perdu connaissance sur le terrain. Et après, l'arbitre central, juste Ephraim Dieu, a indiqué le penalty. Après s'être informé de l'état de santé du joueur, a même donné un carton jaune à Mohamed Kaboré qui avait déjà un autre carton jaune et c'était le rouge. Donc les supporters de l'ASFA étaient en colère. Ils ont dit que ça ne passe pas et ça a mené un arrêt de 26 minutes et les forces de l'ordre étaient obligés d'intervenir pour calmer les uns et les autres. Et l'USFA qui a marqué le penalty parce que le score était à 1 but partout, l'USFA a marqué le penalty et a marqué un autre but et 3 buts à 1 pour l'USFA. Et il y avait d'autres matchs et pour ces quarts de finale à Boromo, le RCB tenant du titre a peiné avant de se défaire de Léopard AC de Saint-Camille, une équipe de Ouagadougou. 0 but partout dans le temps réglementaire et 5 tirs à 4 pour le RCB. À Zorgo, l'étoile filante de Ouagadougou a battu l'ASK 3-0 et à Dédougou, la RCB a pris le dessus sur l'équipe surprise de ces quarts de finale qui est le centre de formation de football Espoir du Burkina, un centre de formation de Tampouy dans la périphérie nord de Ouagadougou. La SCV qui a battu cette équipe de centre de formation par 2-0. Okay. Alors, autre point de l'actualité, les finales de handball et le démarrage du championnat de basket de la Ligue du Centre. Oui, le handball qui a continué après les cadets le week-end dernier. Ce week-end, c'était le championnat junior qui vient de s'achever cet après-midi avec le sacre de la Lonabé Handball Club en filles. Au niveau des filles, la Lonabé Handball Club a battu l'AS Onea par 36-35 après prolongation. Ça veut dire que c'était très très serré. Et chez les garçons, l'Onea a pu cette fois-ci devant l'AS Sonabi 34-32 après prolongation également. Et le basket qui a démarré ce week-end, le championnat de la Ligue du Centre avec en match d'entrée l'AS Sonabi qui a battu l'AS Sonabel 66-29. Et à la suite, il y a le RCK qui a battu Majestic 65-25 et MBC qui s'impose devant Tampouy Lakers 23-19. Ok, on va ouvrir à présent une large page consacrée donc au cyclisme. Oui. Alors les étalons vont rentrer bientôt du Bénin, mais on peut dire qu'ils ont raflé l'essentiel des maillots. Oui, le Burkina qui a dominé le Tour du Bénin avec la victoire du Burkinabé Mathias Sorgo qui remporte le maillot jaune au classement général au temps. En même temps, le maillot vert au point, c'est-à-dire c'est le même Mathias Sorgo qui a raflé ces deux maillots les plus convoités. Et il y a aussi le maillot des points chauds, qui est le troisième maillot le plus convoité et qui est revenu dans l'escarcelle de Burkinabé avec Salif Yerbanga. Okay. Et on finit avec le Tour de France. Le Tour de France qui était à sa 14e étape hier. Okay. Et c'était la première victoire d'étape d'une équipe africaine qui c'est l'équipe MTN Kubika qui participe au Tour aussi pour la première fois. Et hier c'était l'anglais Stephen Cummings qui court dans cette équipe qui a remporté l'étape Rodez-Maine longue de 178,5 km. Et pour la petite histoire, hier c'était le Nelson Mandela Day. C'était une très belle coïncidence. Un clin d'œil de l'histoire. Oui. Merci Mamadi Ouina d'être passé sur ce plateau pour toutes ces informations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.